commencer avec Philippe qui va nous parler en tout premier. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Écoutez, on va essayer d'être rapide sur ce que c'est qu'une recommandation médicale, surtout quand on parle d'un traitement. Dans cette recommandation, on peut parler de la balance bénéfice-risque. Alors pour le patient bien sûr, mais aussi peut-être pour se couvrir face à la justice. C'est pour ça que cette représentation de cette icône qui représente la justice. Et puis la règle des trois O de Milton Erickson que les hypnothérapeutes connaissent bien. Observer, observer, observer. C'est la base de toute recherche. Et puis on peut faire de la recherche en médecine de terrain et de proximité, de face à un patient en urgence bien sûr. Et puis parfois, si on a un petit peu plus de temps, à tête reposée, et puis on évoquera rapidement peut-être l'étude hydroxychloroquine de 2020, l'étude Kurashik, Nivaquine contre le chikungunya, c'était à La Réunion en 2006, et puis pourquoi pas les études 2020-2021 sur l'ivermectine. Alors, point important qu'il faudrait normalement demander à toute personne qui s'exprime dans le domaine public, c'est cet article L4113-13 du Code santé publique qui fait obligation de déclarer ses liens. Alors, je vous annonce que je n'ai absolument aucun lien avec tout ce qui concerne l'industrie des médicaments. Et c'est la question qui est posée. Avez-vous des liens? Eh bien non, mais puisque vous avez répondu non à cette question, il sera mentionné absence de conflit d'intérêt déclaré par l'intervenant. Mais si j'avais répondu oui, on aurait mis invité à déclarer les éléments qui vous ont amené à répondre positivement. Et si vous n'aviez pas souhaité répondre, ce que souvent les gens ne souhaitent pas répondre, il n'aurait été mentionné pas de déclaration de conflit d'intérêt par l'intervenant, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il y a une absence de conflit d'intérêt. Alors c'est un petit peu peut-être exprès, mais en fait ça porte à confusion. Alors pour trouver quelque chose, pour trouver une efficacité d'un test diagnostique, d'un médicament, il faut chercher et puis ensuite comprendre. Alors dans l'urgence, observer. Alors ça ne coûte pas grand-chose, un petit peu de temps, parfois beaucoup de temps et de patience, une ouverture d'esprit. Ça peut donner des pistes qui ensuite pourront être explorées et ne pas avoir peur des résultats. Donc ça prend peut-être beaucoup de temps, très peu d'argent et beaucoup de volonté scientifique. Ça a été probablement le cas de l'étude du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine où il y avait une urgence à savoir sur quel chemin emprunter nos protocoles thérapeutiques. Et puis, si on a un petit peu plus de temps, mesurer, calculer, prouver ou pas. Alors là, il va falloir des indicateurs fiables. Il y a tout un tas de notions de biais qui peuvent mettre en péril certaines études. Il va falloir du monde dans la population qui va donner de la puissance aux études. Et puis, si possible, une randomisation, c'est-à-dire on teste avec des médicaments chez une population, puis une autre où on donne en fait un placebo ou un autre traitement et en double aveugle, c'est-à-dire l'aveugle du patient qui ne sait pas ce qu'il prend et l'aveugle du soignant qui ne sait pas ce qu'il donne aux patients. Et puis, on fait des analyses statistiques et puis avec ça, on arrive à trouver ou pas une corrélation entre un traitement et une efficacité. Alors là, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent et souvent, ça fait appel aux industries, ce qui pose un problème évidemment d'indépendance des résultats, l'État, les programmes hospitaliers de recherche clinique et surtout beaucoup de volonté politique. Et là, si vous voulez faire de la recherche, pour savoir ce qui est efficace dans le Covid, il va falloir passer par ce fameux reacting et vous verrez, il y a le lien, si vous tapez reacting, vous verrez que les personnes qui décident ce qu'on peut chercher ou pas sont quand même très proches du pouvoir actuellement. Alors, on aboutit à des recommandations. Alors, il y a des grades A, B, C en fonction du niveau de preuve. Alors, la grade A, c'est le maximum sur une preuve scientifique. C'est là où on parle des essais comparatifs randomisés de forte puissance, c'est-à-dire avec une grande population et sans biais majeur. De grade B, c'est un petit peu moins fiable avec des études comparatives ou des études de cohorte. Et puis, des grades C, qui sont des études de grade donc inférieures, mais qui ont aussi leur intérêt avec des études cas témoins, série de cas, mais qui peuvent déboucher ensuite, si on le veut, politiquement, aboutir à des grades B ou A en mettant un peu plus d'argent dans les études. Alors, vous pouvez retrouver tout cela en tapant HAS, Haute Autorité de Santé, qui sont à l'origine donc de la distribution de l'ensemble des recommandations à tous les professionnels de santé. HAS, gradation des recommandations, et vous aurez ce recueil qui date d'avril 2013 et qui vous donnera toutes les choses importantes à retenir. Alors, il y a les dogmes, des recommandations. Alors, ce qui est recommandé ne veut pas dire que ça a été prouvé en termes de mortalité. Par exemple, les anticholestérolémiants sont les indications, ça peut être avoir un intérêt ou ne pas en avoir. Ce qui est prouvé ne veut pas dire que c'est recommandé.
C'est toute la problématique face à l'ivermectine actuellement. Ce qui n'est pas prouvé de façon très rigoureuse, c'est-à-dire de niveau de grade A, ne veut pas dire que ça ne marche pas. La morphine, on l'a jamais fait des tests contre quelqu'un qui prenait du placebo parce que éthiquement, ça posait évidemment problème. On considère que c'est évident que la morphine soulage les douleurs, donc on considère qu'il n'y a pas vraiment d'un besoin de grade A. Ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui ne veut pas dire ça ne sera pas demain. Alors, il y a l'hypnose, l'ostéopathie, tout un tas de molécules également. Donc, la science évolue. Ce qui ne marche pas ne veut pas dire que ce n'est pas recommandé. On pense au remdesivir, bien sûr. Et ce qui est promu avec beaucoup de com ne veut pas dire que c'est sans danger, évidemment. Hommage à toutes les personnes qui sont périls grâce ou à cause de cette molécule Mediator. Alors, quant à la balance bénéfice-risque, dont on attend partout, tout dépend de ce qu'on met de chaque côté de la balance et quel poids on estime chaque élément qui est dans chaque côté de la balance. Le poids d'un mort, le poids d'une maladie auto-immune qui ne va pas apparaître forcément à J+1 ou J+2, mais peut-être plusieurs semaines ou mois après. Le poids du nombre de bénéficiaires potentiels. Alors, la prise en charge de nos patients doit passer sur des recommandations officielles, mais aussi sur ce que peuvent nous rapporter les patients et ce que nous percevons d'eux. Alors ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est juste chez ma dentiste et c'est marqué dans sa salle d'attente. Le fait que ces actes ne soient pas pris en charge ne signifie pas qu'ils ne sont pas médicalement justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait des actes qui ne sont pas remboursés, qui ne sont pas efficaces. Et ça, c'est quand même très intéressant. Ça peut être valable aussi pour les médicaments. Alors, des preuves. Voilà ce qu'on rêverait de tous les jours d'en avoir, sauf que ça prend beaucoup de l'argent pour beaucoup d'études et surtout, il y a une volonté politique qui n'existe pas toujours. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation sur les grades de recommandation qui nous permet peut-être de mieux comprendre en fait tout ce que le grand public entend en disant il nous faudrait des essais randomisés en double aveugle, etc. Comprendre que finalement l'épistémologie, la création du savoir en période épidémique, peut-être qu'elle répond pas tout à fait à ces normes-là et qu'il y a besoin aussi d'utiliser d'autres façons de faire et d'explorer d'autres pistes qui sont très utiles. Et que effectivement il y a ce biais majeur que les choses qui sont recommandées sont pas forcément celles qui sont prouvées et celles qui sont prouvées sont pas forcément recommandées. Ça c'est tout le problème entre l'articulation entre la science et l'administration finalement, la science et le politique quoi quelque part. Merci beaucoup Philippe.